Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Kiev a fait état mardi de dizaines d'attaques russes dans l'est et le sud de l'Ukraine. La Russie met à profit le retard de l'aide occidentale. Nous avons un gros problème, parce que nous manquons d'hommes. Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de la guerre. Les forces armées ukrainiennes sont dans un état extrêmement critique. Après les lourdes pertes, elles n'ont plus la force d'atteindre un tournant stratégique. Et donc après 2 ans de guerre en Ukraine, l'ancien président russe, Medvedev, estime que la prise de Kiev serait un objectif possible pour son pays. La capitale ukrainienne, où le président Zelensky évoque des situations extrêmement difficiles sur le front, avec un manque d'hommes et des munitions. Oui, alors parlons vrai, est-ce que la Russie a déjà gagné la guerre? Est-ce que cette guerre va durer encore longtemps? Est-ce qu'on peut envisager une solution politique? Et à cette question, une victoire totale russe est-elle redevenue une hypothèse envisageable? Vous dites oui à 92%. Avec nous, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, auteur des livres Le diplomate venu du froid et de Napoléon face à la Russie, paix et guerre, qui sortira le 21 mars, les 2 publiés chez Ballant. On va faire un tour de table tout d'abord. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, une victoire totale russe est redevenue plausible? Oui, alors si vous me le permettez, on m'a indiqué tout à l'heure qu'un formidable reportage sur Mariupol allait sortir dans très peu de temps à la télévision. Je me permets d'en faire la publicité. La pub. Alors, pour l'Ukraine, je l'ai un peu dit tout à l'heure, partagé. À la fois, bien sûr, très peu de gens espèrent la victoire de la Russie, et je pense que jusqu'au moment suprême où elle pourrait gagner, je pense que les forces occidentales empêcheraient un triomphe absolu de Poutine. Mais deuxièmement, et là c'est une forme de pessimisme qui me saisit, et peut-être d'autres avec moi, on a le sentiment que la cause ukrainienne est tout de même, si vous m'autorisez cette vulgarité, mal barrée, parce qu'en réalité, on l'a dit tout à l'heure, les armes ne sont pas adaptées, il y a une force humaine et matérielle russe qui l'emporte, et le président Zelensky lui-même semble enclin au pessimisme, alors que jusqu'à maintenant, il avait tenu haut l'honneur de son peuple et un optimisme peut-être fabriqué, mais en tout cas qui était assez admirable. Benoît Perrin. C'est vrai qu'il y a des éléments un peu nouveaux. C'est vrai qu'il y a les États-Unis qui apportent quand même une grosse aide, non pas financière, contrairement à l'Union européenne, mais militaire, avec le fameux pacte, qui a du mal à faire passer Biden. Avec l'arrivée de Trump, on en a parlé rapidement tout à l'heure. S'il arrive au pouvoir, il y a de grandes chances que le rapport de force s'inverse un petit peu. Et puis, ce qu'il faut pas négliger non plus, c'est quand même une certaine lassitude des opinions publiques européennes sur cette guerre. Et même le peuple américain, pardonnez-moi, Benoît. Mais vous avez raison, Philippe. Notamment, on a appris ce mois-ci que la France allait faire un chèque de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. On a parlé tout à l'heure des 10 milliards d'économies qui étaient difficiles à trouver en raclant les fonds de tiroir selon Bruno Le Maire. Donc il y a des soutiens qui sont de moins en moins efficaces. Une opinion une opinion européenne commence à se lasser un peu du conflit, avec donc on le sait, beaucoup d'argent en jeu. Et puis troisièmement, un enlisement certain. On voit que depuis à peu près 1 an, il n'y a plus beaucoup d'avancées. Les Russes occupent à peu près 20% du territoire ukrainien. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à suivre les gens qui disent oh là là, si les Russes, qui est l'objectif de Medvedev, qu'il a rappelé récemment, veulent atteindre Kiev, ils vont arriver en Europe. Moi, ils vont continuer leur progression. Ça fait 2 ans de guerre, ils ont à peine conquis 20% du territoire ukrainien. Je suis pas sûr qu'ils aillent beaucoup plus loin. René. Oui, alors effectivement, actuellement, la Russie, je dirais, a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'Ukraine est en panne d'hommes, est en panne d'armement, est en panne d'argent. Bon, c'est vrai que la victoire, la prise de la ville d'Avdiïvka est une victoire un peu symbolique et importante quand même pour la Russie, parce que c'est leur première véritable prise de ville ukrainienne depuis Bakhmout, depuis donc à peu près 2 ans. Maintenant, moi, je ne crois pas que la Russie est en position actuellement de gagner. D'abord, la stratégie de l'Ukraine actuellement va être quoi ? Va être d'essayer de tenir, à mon avis, jusqu'en fin 2024, vous voyez, ça risque d'être long, mais enfin, pour avoir ensuite des armes qui leur seront livrées
par les États-Unis et l'Europe, parce que là, pour l'instant, ils sont encore en attente. Hein. Il y a des armes qui manquent. Donc l'Ukraine, pour l'instant, fait avec. Mais en plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, certes, je vous ai parlé d'Advika et de Bakhmout, c'est que j'ai oublié. Vous nous direz demain. J'ai oublié mon Vous êtes trop brillant. J'ai oublié mon autre argument. Vladimir Fedorovski, quand on entend Medvedev, ancien président de la Russie, s'il vous plaît, qui dit aujourd'hui que Kiev, je cite, serait un objectif possible, est-ce que le but, désormais, c'est carrément l'annexion de l'Ukraine, et après Kiev, qui est quand même loin de la ligne de front, Lviv, et jusqu'à la Moldavie proche? Non, pas du tout. Medvedev, vous savez, il joue un rôle un peu, vous savez, de porte-parole de l'extrême. Il était autrefois trop libéral, maintenant il voudrait se rattraper avec ça. Non, pas du tout. Militairement parlant, sérieusement parlant, la Russie n'a pas de capacité militaire même d'occuper toute l'Ukraine parce qu'il faut avoir beaucoup plus d'hommes. Ils ont mobilisé, c'est vrai qu'il y a maintenant, vous savez, il y a beaucoup de volontaires là-bas qui payent, etc. Et du côté d'hommes, ils ont une grande réserve. Il y a au moins 200 000 hommes qui sont prêts à aller à l'offensive, mais il se retient, mais je ne pense pas, franchement, militairement, qu'ils vont aller au-delà de ça, le temps est là, et puis, banalement, il y a 15 fois plus de budget militaire aux États-Unis. Mais Vladimir Fedorovski, est-ce qu'il teste pas un peu l'Occident quand il envoie ses missives vers les États-Unis ou vers l'Europe? Non, je pense qu'il provient parfois l'Occident. La situation est très dangereuse. Vous avez eu raison d'en parler. La seule nuance que vous avez dit qu'il n'y a pas de victoire si significative, la plus grande victoire russe, c'était évidemment l'échec total de l'offensive. L'Occident a donné toutes les armes possibles et imaginables, 120 milliards de dollars à donner pour l'offensive, et c'était un échec. Mais après cet échec, il faut dire que les Russes, maintenant, ils ont une stratégie agir étape par étape. Et il ne faut pas penser que... Mais l'Occident, il sera devant le choix difficile. Soit il accepte l'avancée russe, soit il doit aller au charbon. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous vivons maintenant le danger. Si l'Occident intervient comme ça, s'il envoie les armes les plus sophistiquées, notamment les avions, les Russes, ils vont réagir et ça peut être un dérapage pire que jamais. Vladimir, les vrais voix veulent vous poser des questions. Benoît Perrin. Monsieur Fedorovski, est-ce que vous pensez que si on part du principe que l'Ukraine devient officiellement, je dirais, un État neutre et n'entrera jamais dans l'OTAN, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui fera arrêter la guerre du côté de Vladimir Poutine? Immédiatement. Moi, je suis ukrainien et vous savez, pour moi, c'est une énorme tragédie. J'ai jamais compris pourquoi l'Ukraine neutre ne peut pas exister. J'ai toujours pensé qu'on a tellement mal joué avant qu'on est arrivé à cette situation dangereuse. J'ai lu ce matin que de la part de Jean-François Colosimo, il disait on devrait permettre à l'Ukraine de porter la guerre en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai remarqué que les philosophes et lui, les spécialistes d'orthodoxie, ils sont les plus va-t-en-guerre. Moi, je considère tout le contraire, qu'il faut bien réfléchir. Je suis de l'avis de Chevènement, il y a une excellente tribune qu'il a publiée avec aussi Hubert Védrine, qui provient qu'on vit le moment charnière, le plus dangereux de l'histoire de l'Europe, et il faut maintenant utiliser non seulement les va-t-en-guerre, etc., mais aussi les gens qui réfléchissent les pensées de diplomates. René Chiche. Oui, monsieur Fedorovski, est-ce que vous pensez, comme je le pense, que Vladimir Poutine a toujours en lui ce rêve de reformer une sorte d'ex-URSS et que l'Ukraine est la première étape de sa stratégie? Je suis désolé de vous dire, c'est un fantasme. On ne peut pas refaire l'URSS. J'étais un des fossoyeurs de l'URSS. On ne peut pas faire ça. Son hantise, et c'est vrai, vous avez raison, il a une sorte d'hantise presque d'homme providentiel. Il veut défendre à tout prix la sécurité de la Russie et il agit à sa manière. D'ailleurs, je ne partage pas sa manière.
Benoît Perrin. Est-ce que vous avez le sentiment? Ouais, non, je voulais juste demander dans quel état est l'armée russe aujourd'hui, parce qu'il y a assez peu d'informations qui arrivent chez nous. On connaît des choses sur l'Ukraine, mais la Russie, c'est assez opaque. Dans quel état est cette armée? Pas du tout. Vous comprenez, vous rigolez, vous lisez. Lisez, vous savez, lisez le Sénat américain, ils ont tous les rapports sur l'État russe. C'est vrai, vous avez remarqué. Mais moi, je ne lis pas ce que dit le Sénat américain. Mais il faut lire les rapports du Sénat américain, Blinken. Il y a une excellente dame qui dirige les services secrets américains, Elvil Helms, qui s'appelle, je vous conseille de le lire. On connaît très bien. Les Russes, ils ont maintenant le vent en poupe. Vous avez utilisé un bon mot. Et surtout, il y a beaucoup de volontaires. Ils ont beaucoup de réserves. Ils ont augmenté, je crois bien, 5 fois plus de production de munitions. Il y a surtout le changement de complexe militaire industriel. Les gens travaillent 7 jours sur 7. Et c'est vrai que sur ce plan-là, ils ont l'avantage tout à fait certain. D'où vient d'ailleurs ce danger qui nous guette? L'Occident, il est devant le choix fatidique. Soit on va vers la guerre totale, soit on cherche la solution qu'on propose Védrine et Chevènement. Si vous étiez en charge des responsabilités, quelles premières mesures vous mettriez en œuvre pour favoriser une paix? Une paix, je commencerai les négociations tout de suite et j'aurais évité les excès de langage. Vous savez, la propagande maintenant remplace la politique réelle. Je pense qu'il faut revenir à la diplomatie et nous avons toute la possibilité. Je pense que la France peut jouer un rôle. Maintenant, la crise est majeure, sans précédent même, dans les rapports franco-russes, mais la France a gardé une aura particulière là-bas, grâce à De Gaulle, évidemment, et aussi grâce à Mitterrand. Retour à la tradition gaulo-mitterrandienne bienvenue, et c'était bien sensible dans ce que proposaient Chevènement et Védrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski.